14e, des syllogismes, 193. C'est aussi la raison pour laquelle il est sans doute superflu de s'attarder sur les syllogismes dont on nous rebat les oreilles, d'une part parce qu'ils sont renversés en même temps que l'existence de la démonstration, car il est clair que la démonstration n'existant pas, il n'y a nulle part pour un raisonnement démonstratif. D'autre part du fait que nous les avons critiqués virtuellement dans nos propos antérieurs, quand en discutant de la redondance, nous avons énoncé une méthode permettant de montrer que tous les raisonnements démonstratifs des stoïciens et des péripatéticiens se trouvent être non concluants. 194. En supplément, il n'est sans doute pas plus mal d'en traiter de manière spéciale, puisqu'ils en sont fiers au plus haut degré. Or, il y a beaucoup à dire pour suggérer leur inexistence. Mais dans une esquisse, il suffit de se servir à leurs propos de la méthode suivante. Je vais maintenant parler aussi des indémontrables, car quand on les supprime, on renverse aussi tous les raisonnements restants qui tiennent des indémontrables, la démonstration de leur caractère conclusif. 195. La prémisse suivante, tout humain est un animal, est assurée de manière inductive à partir de cas particuliers. En effet, à partir du fait que Socrate étant un humain est aussi un animal, et qu'il en est de même pour Platon. Dion est chacun des particuliers. On est d'avis qu'il peut être assuré que tout humain est un animal, de même que si un seul cas particulier paraissait être contraire aux autres, la prémisse universelle ne serait pas valide. Ainsi, puisque la plupart des animaux bougent leur mâchoire inférieure et que le seul crocodile bouge la mâchoire supérieure, la prémisse « tout animal bouge sa mâchoire inférieure » n'est pas vraie. 196. Quand donc ils disent « tout humain est un animal », mais Socrate est un humain, donc Socrate est un animal. Voulant, à partir de la prémisse universelle, tout humain est un animal, établir la prémisse particulière. Donc Socrate est un animal, laquelle sert à assurer la prémisse universelle selon le mode inductif, comme nous l'avons suggéré. Ils tombent dans le raisonnement du dialèle. Puisqu'ils assurent par induction la prémisse universelle à travers chacun des cas particuliers, tout en concluant syllogistiquement chacun des cas particuliers de la prémisse universelle. 197. Il en est de même à propos de l'argument suivant. Socrate est un humain, aucun humain n'est un quadrupède, donc Socrate n'est pas un quadrupède. Voulant assurer la prémisse, aucun humain n'est un quadrupède, inductivement à partir des cas particuliers, mais ayant l'intention d'établir syllogistiquement chacun des cas particuliers à partir de la prémisse, aucun humain n'est un quadrupède, et tombe dans l'aporie du dialèle. 198. Mais il faudrait aussi parcourir de la même façon le reste de ce que chez les péripatéticiens on appelle des indémontrables, et également ceux de cette forme. S'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour, donc il y a de la lumière, car à la fois s'il fait jour, il y a de la lumière, est capable d'amener à conclure, comme ils disent, il y a de la lumière, et il y a de la lumière unie à il fait jour, sert à assurer, s'il fait jour, il y a de la lumière. Car on estimera que l'énoncé connectif, sus dit, est valide si on n'a pas toujours observé auparavant la coexistence de il y a de la lumière et de il fait jour. 199. S'il faut donc saisir auparavant que quand il fait jour, dans tous les cas, il y a aussi de la lumière pour composer l'énoncé connectif, s'il fait jour, il y a de la lumière, et que c'est par le biais de cet énoncé connectif qu'on conclut qu'il y a de la lumière quand il fait jour, et que d'une part la coexistence du fait qu'il fait jour et du fait qu'il y a de la lumière est conclue par l'énoncé connectif, s'il fait jour, il y a de la lumière, dans la mesure où cela découle de l'indémontrable posé auparavant, et que d'autre part la coexistence des propositions précitées assure l'énoncé connectif. Dans ce cas aussi, le mode du dialèle pour cette aporie renverse l'existence du raisonnement. 200. Il en est de même également avec un raisonnement de ce type. S'il fait jour, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de lumière, donc il ne fait pas jour. En effet, c'est à partir du fait que le jour n'est pas observé sans lumière que l'on pourrait estimer que l'énoncé connectif, s'il fait jour, il y a de la lumière, est valide. De même que si faisons-en l'hypothèse, le jour se montrait parfois, mais non la lumière, on dirait que l'énoncé connectif est faux. Mais dans la mesure où cela découle de l'indémontrable mentionné plus haut, le fait qu'il ne fasse pas jour s'il n'y a pas de lumière est conclu par le moyen de s'il fait jour, il y a de la lumière, de sorte que chacun des deux a besoin que l'autre ait été assuré pour qu'il puisse à travers lui emporter la conviction, ce qui est le mode du dialèle. 201. Mais c'est aussi à partir du fait que certaines choses ne peuvent pas coexister les unes avec les autres. Par exemple, si l'on veut le jour et la nuit, que la négation de la combinaison « il n'est pas vrai qu'il fait jour et qu'il fait nuit » et la disjonction « soit il fait jour, soit il fait nuit » peuvent être considérées comme valides.
mais il pense que le fait que ces propositions ne peuvent coexister est assuré à la fois par la négation de la combinaison et par la disjonction quand ils disent « il n'est pas vrai qu'il fait jour et qu'il fait nuit, mais il fait nuit donc il ne fait pas jour ». Soit il fait jour, soit il fait nuit, mais il fait nuit donc il ne fait pas jour, ou mais il ne fait pas nuit donc il fait jour. 202. À partir de cela, nous affirmerons de nouveau que si pour assurer la disjonction et la négation de la combinaison, nous avons besoin d'avoir saisi auparavant que les propositions qui sont contenues sont incapables de coexister, mais qu'ils sont d'avis que l'on conclut qu'elles sont incapables de coexister par le biais de la disjonction et de la négation de la combinaison, le diallèle se trouve introduit étant donné que nous ne pouvons ni nous faire une conviction par les majeurs ci-dessus sans saisir la non-coexistence des propositions qui y sont contenues, ni assurer leur non-existence avant d'avancer les syllogismes qui se font par ces majeurs. 203. C'est pourquoi, n'ayant rien sur quoi fonder notre conviction du fait de la circularité, nous dirons que ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième des indémontrables n'a d'existence, dans la mesure où l'on considère ces majeurs. Il suffit pour l'instant d'avoir fait toutes ces remarques sur les syllogismes. 15e. De l'induction. 204. Je pense qu'il est aisé aussi d'écarter le mode concernant l'induction. En effet, puisqu'ils veulent par son moyen rendre l'universel digne de conviction à partir des cas particuliers, ils feront cela en les passant tous en revue ou quelques-uns. Mais il s'agit de quelques-uns. L'induction ne sera pas assurée étant donné qu'il est possible que l'un des cas particuliers laissés de côté dans l'induction aille contre l'universel. Et s'il s'agit de tous, ils s'attelleront à une tâche impossible étant donné que les cas particuliers sont infinis en nombre et impossibles à circonscrire, de sorte que dans les deux cas, à mon avis, il se trouve que l'induction est ruinée. 16e. Des définitions. 205. Mais les dogmatiques tirent aussi une grande fierté de leur théorie sur la technique des définitions, qu'ils incluent dans la partie logique de ce qu'ils appellent la philosophie. Eh bien, disons présentement un petit nombre de choses à propos des définitions. Les dogmatiques étant d'avis que les définitions servent à beaucoup de choses, tu trouveras sans doute que les chapitres les plus généraux qui, selon eux, embrassent leur nécessité tout entière sont au nombre de 2. 206. Car ils montrent que les définitions sont nécessaires dans tous les domaines, soit pour la saisie, soit pour l'enseignement. Si donc nous suggérons qu'elles ne sont utiles à chacun des deux, à aucun des deux, tout le vain effort que les dogmatiques leur ont consacré sera, à mon avis, renversé. 207. En bref, donc, si quelqu'un qui ignore le definiendum n'est pas capable de définir ce qui n'est pas connu par lui, et si celui qui le connaît et ensuite le définit n'a pas saisi le definiendum par la définition, mais compose sa définition en l'adaptant à ce qu'il a d'abord saisi. La définition n'est pas nécessaire pour la saisie des choses. En effet, puisqu'en voulant tout définir une fois pour toutes, nous ne définissons rien du fait de la régression à l'infini, et qu'en tombant d'accord que certaines choses sont saisies même en dehors des définitions, nous manifestons que ces dernières ne sont pas nécessaires à la saisie, étant donné que nous pouvons saisir toutes choses sans définition à la manière dont nous avons saisi les choses qui n'ont pas été définies. 208. Soit nous ne définirons rien une fois pour toutes du fait de la régression à l'infini, soit nous manifesterons que les définitions ne sont pas nécessaires. Mais pour les raisons suivantes, nous trouverions qu'elles ne sont pas nécessaires non plus pour l'enseignement. En effet, comme le premier qui a connu un objet l'a connu sans définition, de manière semblable, celui qui l'a appris peut l'avoir appris sans définition. 209. De plus, ils jugent les définitions d'après les definienda, et ils disent que les définitions vicieuses sont celles qui incluent quelque chose de ce qui n'est pas attaché aux definienda, que ce soit à tous ou à certains. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit que l'être humain est un animal rationnel immortel, ou un animal rationnel mortel, lettré, du fait que dans un cas aucun humain n'est immortel et que dans l'autre certains ne sont pas lettrés, ils disent que la définition est vicieuse. 210. Mais peut-être les définitions sont-elles aussi indécidables, du fait de l'infinité des cas particuliers à partir desquels on a besoin d'en décider. Ensuite, elles seront incapables de saisir et d'enseigner les choses à partir desquelles elles sont jugées et qui, de toute évidence, ont été connues avant elles, et si elles l'ont été et saisies avant elles. Mais comment ne serait-il pas ridicule de dire que les définitions sont utiles pour la saisie, l'enseignement ou d'une manière générale la mise en lumière de quelque chose, alors qu'elles nous enferment dans une telle obscurité. 211. Par exemple, pour plaisanter un peu, supposons que quelqu'un voulant s'enquérir auprès d'un autre, s'il a rencontré un homme monté sur un cheval et entraînant derrière lui un chien, formule sa demande de cette manière. Ô animal rationnel mortel susceptible d'intellect et de science, s'est-il rencontré avec toi un animal capable de rire, aux ongles larges, susceptible de science politique, qui a assis ses fesses sur un animal mortel hennissant, entraînant derrière lui un animal quadrupède aboyant? Comment ne serait-il pas ridicule d'amener l'homme à cette obscurité du fait des définitions pour un objet aussi bien connu?
Il faut donc dire que la définition est inutile pour autant que cela le montre. Que l'on dise, 212, que c'est un discours qui par un bref rappel nous amène à la notion des choses qui correspondent aux expressions, comme cela est certes clair, n'est-ce pas, d'après ce que nous avons dit un peu plus haut, ou un discours qui montre l'essentiel de l'essence, ou ce que l'on voudra. Définition aristotélicienne. Et en effet, en voulant établir ce qu'est une définition, il tombe dans un désaccord. Désaccord sans fin que, du fait du propos de mon ouvrage, je laisse maintenant de côté, même s'il semble renverser la définition. Tout ce que j'ai dit sur la définition me suffit pour l'instant. 17e de la division, 213. Puisque certains des dogmatiques affirment que la dialectique est une science syllogistique, inductive, définitoire et diérétique, que nous avons déjà discuté à la suite de nos considérations sur le critère, le signe et la démonstration des syllogismes, de l'induction et des définitions, nous pensons qu'il n'est pas absurde de traiter brièvement aussi de la division. Or, ils disent que la division advient de 4 manières. Un mot est divisé en ses significations, un tout en ses parties, un genre en ses espèces, une espèce en ses individus. Que dans aucun de ces cas il y ait de science diérétique, c'est sans doute facile à exposer. 18e, de la division du mot et ses significations, en ses significations. 214. En bref, ils disent qu'il y a des sciences de ce qui existe par nature, mais pas du tout de ce qui existe par convention, et c'est vraisemblable. En effet, la science entend être quelque chose de ferme et d'immuable, alors que ce qui est par convention a le mouvement facile et instable, altéré par les changements des conventions qui dépendent de nous. Puisque donc les mots signifient par convention et non par nature, car autrement nous comprendrions tous toutes les choses signifiées par les mots, grecs et barbares pareillement. Et outre cela, il dépend de nous de toujours indiquer et signifier les objets signifiés par les différents mots que nous voulons. Comment serait-il possible qu'il existe une science diérétique d'un mot en ses significations? Ou comment la dialectique pourrait-elle être réellement, comme certains le pensent, une science des signifiants et des signifiés? 19e. Du tout et de la partie, 215. Nous traiterons aussi du tout et de la partie dans le discours appelé physique. Mais pour l'instant, il faut dire ce qui suit à propos de ce qu'on appelle la division du tout en ses parties. Quand on dit que 10 se divise en 1, 2, 3 et 4, 10 n'est pas divisé en ses parties. En effet, en même temps que sa première partie est ôtée, à supposer que nous consentions maintenant à accorder cela, à savoir le 1, le 10 ne demeure plus, mais c'est 9, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent de 10. 216. La soustraction et la division de ce qui reste sont faites non pas sur 10, mais sur d'autres choses qui sont modifiées à chaque soustraction. Peut-être n'est-il donc pas possible de diviser le tout en ce qu'on appelle ses parties. En effet aussi, si l'on divise le tout en parties, il faut que les parties soient comprises dans le tout, avant la division, mais elles n'y sont sans doute pas incluses. Par exemple, pour fonder de nouveau notre raisonnement sur 10, ils disent que 9 est dans tous les cas une partie de 10. En effet, 10 se divise en 9 et 1. Mais il en est aussi de même de 8, car 10 se divise en 8 et 2. Mais il en est aussi de même de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 et de 1. 217. Si donc tout ceci est inclus dans 10, et si en comptant aussi le 10 cela fait 55, 55 est inclus dans 10, ce qui est absurde. Donc ce qui est dit être des parties de 10 n'est pas inclus en lui, et 10 ne peut pas être divisé en cela, comme un tout, en des parties, puisqu'on ne peut absolument pas les observer en lui. 218. La même chose se présentera aussi pour les grandeurs. Quand par exemple quelqu'un voudra diviser la longueur de 10 coudées, il n'est donc sans doute pas possible de diviser un tout en parties. 20e. Des genres et des espèces. 219. Il reste donc le raisonnement à propos des genres et des espèces dont nous discuterons plus longuement ailleurs. Discussion absente de l'œuvre conservée de Sextus. Mais nous allons maintenant en parler en résumé. S'ils disent que les genres et les espèces sont des notions, nos entreprises contre la partie directrice et l'impression les renversent. Mais s'ils leur accordent une existence propre, que répondront-ils à ce qui suit? 220. Si les genres existent, soit c'est en nombre égal aux espèces, soit il y a un genre commun à toutes les espèces qui sont dites être les siennes. Si les genres sont en nombre égal à leurs espèces, il n'y aura plus de genre commun qui puisse être divisé en elles. Mais si l'on dit que le genre est unique dans toutes ces espèces, chacune de ces espèces participe soit de son tout, soit d'une de ses parties. Mais sûrement pas à son tout, car il est inacceptable qu'une chose unique, réelle, soit incluse sous le même rapport dans des choses différentes, de manière qu'on puisse l'observer comme un tout dans chacune des choses dans lesquelles elle est dite être. Mais si c'est à une partie, d'abord l'ensemble du genre ne sera pas consécutif à l'espèce, comme il le suppose, et un être humain ne sera pas un animal, mais une partie d'animal. Par exemple, il sera une substance, mais ni animée, ni sensitive. 221.
Ensuite, on dira que toutes les espèces participent soit de la même partie du genre, soit des parties différentes. Mais il n'est pas possible que ce soit de la même en vertu de ce qu'on vient de dire. Si c'est de parties différentes, les espèces ne seront pas semblables les unes aux autres selon le genre, ce qu'ils n'admettront pas, et chaque genre sera infini étant sectionné à l'infini, car il sera divisé non seulement en espèces, mais également en individus, dans lesquels on peut de la même façon l'observer conjointement avec ces espèces, car on dit que Dion est non seulement un humain, mais aussi un animal. Mais si cela est absurde, les espèces ne participent pas non plus comme partie de leur genre, qui est 1. 222. Si chaque espèce du genre ne participe de lui ni comme tout, ni comme d'une partie de lui, comment peut-on dire qu'il y a un genre unique dans toutes ces espèces de manière qu'ils se divisent en elles? Sans doute personne ne pourrait soutenir cela, à moins de forger quelques fictions qui seront renversées par les assauts sceptiques du fait des désaccords indécidables qui sont les leurs. 223. En outre, il faut dire ceci, les espèces sont ceci ou cela, leurs genres sont soit ceci et cela, soit ceci et non cela, soit ni ceci ni cela. Par exemple, puisque parmi les quelque chose, il s'agit de la catégorie la plus haute de l'ontologie stoïcienne, les uns sont des corps et les autres des incorporels. Les uns sont vrais et les autres faux. Les uns sont blancs si l'on veut et les autres noirs. Les uns sont très grands et les autres très petits et ainsi de suite. Le quelque chose, admettons-le, pour les besoins du raisonnement, dont certains disent que c'est le genre suprême, sera soit tout cela, soit certaines de ces choses, soit aucune. Les stoïciens. 224. Mais si le quelque chose n'est rien d'une manière générale, ni le genre, la recherche atteint sa limite, s'il est dit être tout cela, outre le fait qu'affirmer cela est impossible, il faudra que chaque espèce et chaque individu dans lesquels il se trouve soit toutes ces choses. Car comme l'animal, à ce qu'ils disent, est une substance animée sensitive, chacune de ces espèces est dite être et substance et animée et sensitive de la même manière si le genre est un et corps, et incorporel, et faux, et vrai, et noir si l'on veut, et blanc, et très petit, et très grand, et ainsi de suite. Alors chaque espèce et chaque individu sera toutes ces choses, ce qui ne s'observe pas. Donc cela aussi est faux. 225. Mais s'il est certaine de ces choses seulement, le genre de ces choses-là ne sera pas genre des autres choses. Par exemple, si le quelque chose est corps, il ne sera pas le genre des incorporels. Et si l'animal est rationnel, il ne sera pas le genre des irrationnels. Et de même dans les autres cas, de sorte qu'il n'existe ni un quelque chose incorporel, ni un animal irrationnel. Et de même pour les autres cas, ce qui est absurde. Le genre ne peut donc être ni ceci et cela, ni ceci et non cela, ni ceci, ni cela. Mais s'il en est ainsi, il n'existe pas non plus d'une manière générale de genre. Et si l'on disait que le genre est toutes ces choses en puissance, nous dirons que ce qui est quelque chose en puissance doit être aussi quelque chose en acte. Par exemple, nul ne peut être lettré sans être quelque chose en acte. Et donc le genre lui aussi est toutes ces choses en puissance. Nous leur demandons ce qu'il est en acte. Et ainsi les mêmes apories demeurent. En effet, il ne peut pas être tous les contraires en acte. 226. Mais il ne peut pas non plus être les uns en acte et les autres seulement en puissance. Par exemple, un corps en acte et un incorporel en puissance. En effet, est en puissance ce qui est susceptible d'être réellement en acte. Mais il est impossible d'être un corps en acte et de devenir un incorporel actuellement. De sorte que si, par exemple, le quelque chose est un corps en acte, il n'est pas un incorporel en puissance et réciproquement. Il n'est donc pas possible que le genre soit certaines choses en acte et certaines autres seulement en puissance. Mais s'il n'est absolument rien en acte, il n'existe pas non plus réellement. Donc le genre, dont ils disent qu'il se divise en espèces, n'est rien. 227. De plus, il vaut la peine de considérer aussi le point suivant. De même en effet que si Alexandre et Paris sont la même personne, il n'est pas possible que Alexandre se promène soit vrai et que Paris se promène soit faux. De même que si un être humain est la même chose pour Théon et pour Dion, l'appellation être humain, quand elle entre dans la construction d'une proposition, rendra la proposition soit vraie, soit fausse, tout dans les deux cas. Mais on n'observe pas cela, car si Dion est assis et que Théon se promène, la proposition l'humain se promène est vraie quand elle est dite de l'un et fausse pour l'autre. Donc l'appellation être humain n'est pas commune aux deux, ni la même pour les deux. Et si elle est quelque chose, elle est particulière à chacun. 21e. Des attributs communs. 228. Mais on dit des choses semblables à propos des attributs communs. Si en effet, voir est un seul et même attribut pour Dion et pour Théon, si par hypothèse Dion est mort et Théon survit et voit, soit ils diront que la vue de Dion qui a péri demeure non détruite, ce qui est invraisemblable, soit ils diront que la même vue a été à la fois détruite et non détruite, ce qui est absurde.
Donc la vue de Théon n'est pas la même que celle de Dion. Et si elle est quelque chose, elle est particulière à chacun. Autre raison, si respirer est aussi identiquement attribué à Dion et à Théon, il n'est pas possible que la respiration existe en Théon et n'existe pas en Dion. Mais c'est possible quand l'un est mort et l'autre encore en vie. Donc ce n'est pas la même. Sur ces questions, il sera pour l'instant suffisant d'avoir dit tout cela en résumé.